Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Ramon et Adeline Michel, autrices d'Enseigner en Ulysse. Alors Fabienne, bonjour, Bonjour. tu as été enseignante spécialisée, puis tu as occupé différentes fonctions dans l'enseignement spécialisé auprès des élèves en difficulté ou handicapés. Puis tu as été conseillère pédagogique à SH et également en circonscription ordinaire. Et actuellement, tu fais de la formation à destination des enseignants, des conférences, et tu es coach de vie en développement personnel. C'est ça. Adeline, bonjour Adeline. Tu as été enseignante spécialisée pendant 10 ans dans une école de plein air. Tu es aujourd'hui coordonnatrice Ulysse dans une école de Moselle. Tu animes aussi le blog Un tour en Ulysse. C'est ça. Donc merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. On imagine que vous êtes à la fin de la période 1 et que vous êtes fatigué par cette rentrée, d'autant plus si vous avez fait cette rentrée en Ulysse. Donc l'idée, c'est que Adeline et Fabienne vous parlent de leur ouvrage, qui s'adresse vraiment à tous les enseignants spécialisés ou non, avec une intention quand même toute particulière à ceux qui débutent en Ulysse. Et puis dans un second temps, nous pourrons répondre à vos questions. Elles pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser dans le chat qui est destiné à cet effet. Mesdames, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais commencer, Adeline, comme on avait dit. Alors, juste deux, trois tout petits mots pour remercier tous les participants à cette petite action de formation, en tout cas d'information. Juste pour vous dire que Adeline et moi, en fait, c'est une belle histoire, toutes les deux. On est toutes les deux en Moselle et on s'est connus dans le cadre de nos fonctions respectives il y a un moment. Et là, on a eu donc le bonheur de faire cet ouvrage ensemble. Alors, moi aussi, j'ai été nommée à ma sortie de formation, j'ai été nommée directement sur une classe qui s'appelait classe de perfectionnement à l'époque. Ça n'existe heureusement plus, ce terme. Et donc, j'ai des souvenirs encore très vifs de mes premières années, des premières semaines, des premiers élèves que je découvrais, de toutes les questions que je me suis posées, tous les doutes que j'ai eus, toutes les difficultés que j'ai rencontrées aussi. Ce qui fait que l'écriture de cet ouvrage enseigné en Ulysse École a vraiment été un moment de refaire le point sur tout ça et surtout d'essayer d'être le plus clair possible et le plus explicite possible pour vous qui démarrez sur ces fonctions sans être spécialisé, j'imagine. Et même, on a voulu donner quand même une dimension dans ce bouquin pour ceux qui auraient déjà fait peut-être un an ou deux, de trouver d'autres pistes ou d'approfondir ce qu'ils ont déjà découvert. Alors, la trame qu'on vous propose, c'est d'être relativement concise pour vous présenter notre ouvrage, de manière à vous laisser ensuite poser toutes les questions que j'imagine bien vous devez avoir après ces quelques semaines depuis la rentrée. Alors, si on commence par la première partie qui s'appelle Enseigner, adapter, je vous parlerai quand même de cet outil qui est important, dans lequel on ne pense pas forcément, ou en tout cas on n'a pas envie trop, parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Cet outil qui est les instructions officielles, qui sont les programmes en fait, parce que bien souvent il n'y a pas de programme préétabli pour les Ulysses, on sait bien pourquoi, vu qu'il y a une diversité d'élèves de tous âges, différents types de handicap. Certains sont en inclusion, d'autres pas. Donc, on ne sait pas trop, contrairement aux classes ordinaires, on n'a pas de programme préétabli. Et c'est un grand flou, c'est une grosse inquiétude. On passe son temps à se dire, moi, je fais quoi après avec tel élève dans tel domaine. Donc, les instructions officielles, c'est vraiment un petit peu le réservoir des textes et des compétences des élèves et des objectifs qu'on peut formuler parce que ça existe, c'est déjà tout fait. On n'a pas besoin de tout réinventer.
Et il ne faut pas hésiter, vous avez certainement fait, je le suppose, en tout cas, je vous encourage à le faire, d'aller piocher dans les compétences et les objectifs de maternelle, parce que en fonction des besoins des élèves et puis de là où ils en sont au niveau de leurs apprentissages, même avec des gamins qui sont pas de cet âge-là, on peut tout à fait revenir aux compétences qu'on peut trouver au niveau du cycle 1. Donc, il faut surtout pas hésiter à le faire. Ensuite, le deuxième point qui me semble important dans cette partie enseigner, adapter, c'est la démarche de projet, parce que au-delà de tout ce qu'on peut commencer à mettre en place, ce qui est important, c'est que, et c'est au cœur des programmes, et c'est au cœur des besoins de l'élève, c'est la notion de projet. Alors, ça se décline, il y a les projets des élèves, vous avez déjà dû avoir affaire à différents types de projets. Vous aurez probablement à en rédiger là pendant les vacances de la Toussaint. Il y a les projets pédagogiques, il y a le projet de classe, il y a le projet de classe au sens large, puisque vous travaillez avec les autres enseignants des classes ordinaires dans lesquelles il y a de l'inclusion, ou alors il peut y avoir des projets de décloisonnement dans le cadre du projet d'école. Voilà, vous voyez que cette notion de projet, elle est centrale, mais elle se décline en pas mal de directions. Je vous encourage vraiment à avoir un projet de fonctionnement de votre Ulysse avec un genre de fil rouge qui serait soit un travail dans le domaine de la langue, en littérature, soit un travail dans le domaine des arts, soit dans le domaine de l'EPS, ou tout autre domaine dans lequel vous vous sentiriez à l'aise et qui vous permettrait de vous donner une direction dans tout ce flou-là, qui est normal, mais qui est un peu angoissant. Ça peut vous donner une direction pour voir jusqu'où avancer. Et puis après, ça faudra adapter, il faudra s'ajuster, mais ça vous permettra probablement de vous sentir un petit peu en maîtrise de quelque chose. Et ça rentre parfaitement dans le projet de fonctionnement de l'Ulysse. Voilà. Dans cette première partie, eh bien, vous trouverez sous-chapitre 2 qui s'appelle l'élève. Ce que j'ai envie de dire concernant les élèves, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, quel que soit ce que vous avez lu dans les dossiers ou ce que vous avez découvert là au fil des quelques semaines, il y a des constantes pour moi qui sont des élèves, voilà, ils ont envie d'apprendre, ils ont besoin d'apprendre. Ils sont aussi, par rapport à d'autres, beaucoup plus fatigables parce qu'ils sont obligés de faire vraiment beaucoup d'efforts, bien plus que d'autres élèves pour arriver peut-être à des résultats même moindres. Mais en tout cas, c'est des gamins, il faut qu'ils aient du plaisir à venir à l'école. Et le rôle du coordonnateur, le rôle de l'enseignant, c'est vraiment de créer, d'inventer autant des apprentissages et des compétences que une ambiance, un état d'esprit, un lieu dans lequel ils vont se sentir bien, parce que c'est la condition aussi relationnelle qui fera qu'ils vont vraiment adhérer aux apprentissages. Et Adeline, j'ai eu le plaisir, le bonheur, la chance d'aller dans son dispositif à plusieurs reprises au moment où on écrivait cet ouvrage. Et donc, elle vous parlera bien mieux que moi de l'environnement qu'elle a créé, qui est vraiment génial. Alors, on peut pas le faire en quelques semaines, mais c'est sûr. Mais disons que l'environnement, c'est aussi, c'est la qualité de la relation, mais c'est aussi l'aménagement des locaux, enfin du local, et l'aménagement aussi peut-être un des enjeux, c'est quand même l'aménagement de la communication avec les autres enseignants de l'école dans le cadre de l'équipe pour que inclusion, on en parlera après, mais pour que les inclusions se passent et le mieux possible. Voilà. Donc Adeline, je te passe la parole pour la partie. Oui, oui, effectivement. Alors bonjour à tous du coup, mais effectivement sur cette deuxième partie du livre qui s'appelle donc Coopérer et communiquer, hein, on a articulé le livre sur des grands verbes d'action qui sont les missions du coordo. Dans Coopérer, communiquer, on a choisi de parler de deux parties, donc la communication
dans l'école, parce qu'on a différents partenaires au sein de l'école, et puis la communication hors école. Dans l'école, vous avez dû vous en rendre compte déjà depuis un mois, entre les AESH, les collègues, la psy scolaire, le directeur, la directrice, et peut-être déjà votre IEN, si vous l'avez déjà rencontré dans le cadre de l'ULIS. On a voilà, de multiples partenaires avec lesquels il faut apprendre à communiquer de façon constructive, de façon positive. L'idée, c'est pas d'en communiquer, de s'imposer à l'autre. Hein, c'est pas le schéma de dire moi je suis la coordo et voilà je coordonne, je n'ordonne pas. Donc on est vraiment là pour communiquer et le but de tous, au final, il est commun, c'est la réussite de l'enfant, le bien-être de l'élève, la réussite de l'élève. Donc on œuvre tous dans un projet qui est commun. Hors école, c'est la même chose. On va avoir des partenaires privilégiés que vous avez dans l'ordinaire également, bien sûr. On va avoir les parents. Nous, on va avoir une relation particulière avec l'enseignant référent. On en parlera peut-être tout à l'heure. Référent MDPH, enseignant référent, ça dépend du circo. Vous allez être amené à la voir souvent dans le cadre des ESS, etc. Les CESAD, les CMP, les CMPP, l'hôpital de Bourg. Voilà, autant de partenaires, hein, les orthos, les ergos, avec lesquels on doit absolument travailler. C'est une toile autour de l'enfant. On n'est pas seul dans la prise en charge de l'enfant. Donc, il faut apprendre à communiquer avec tous ces gens-là pour qu'il y ait une vraie cohérence, en fait, dans les projets inclusifs. C'est à nous d'assurer cette cohérence-là, cette cohésion autour de l'enfant et faire en sorte que voilà, tous les liens se fassent. Donc, on reparlera certainement de communication parce que j'ai eu beaucoup de questions déjà sur les réseaux ces dernières semaines de jeunes collègues qui arrivent avec plein d'envie, avec une vision de cette école hyper positive, hyper inclusive, et puis des collègues qui peut-être sont un peu plus réfractaires à cette inclusion, qui freinent un peu à accueillir les enfants dans les classes. On en reparlera, c'est pas toujours, c'est rarement même de la mauvaise volonté. Il faut communiquer aussi, il faut apprendre à entendre leurs craintes, à entendre leurs questionnements, parce que souvent c'est plus de je crois que je ne saurais pas faire. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de les accompagner eux, comme on accompagnerait finalement des élèves, on accompagne aussi les collègues dans la prise en charge du handicap au sein de l'école. En ça, la directrice est vraiment notre partenaire privilégié. Enfin, je dis directrice parce que nous, on a une directrice, mais voilà, c'est vraiment un partenaire privilégié. L'ULIS, elle est au cœur de l'école. Elle doit être au cœur de l'école et pas voilà, dans un fond d'un coin de la cour, dans un préfabriqué. L'idée, c'est vraiment de dire que voilà, on se positionne autour de ces enfants-là qui sont au cœur de l'école et nous, on s'articule autour de tout ça. Donc, toujours dans une communication bienveillante, positive. La bienveillance, c'est pas un gros mot, c'est un peu galvaudé depuis quelques temps, pardon. Mais c'est vraiment essentiel. Voilà, d'être dans le constructif et dans le positif. On en reparlera tout à l'heure parce que je pense qu'on va avoir des questions là-dessus. De toute façon, on va avoir besoin de bien connaître ces enfants. Là, ça fait un mois hein, que vous êtes avec eux. La bonne connaissance des élèves, c'est ce qui va vous permettre derrière d'avoir une bonne communication auprès des familles sur le niveau réel de l'enfant, etc., sur ses potentialités. On relève hein, le défi d'une école inclusive, on fait le pari de l'éducabilité de ces enfants-là, pari qu'on va partager avec nos collègues. Donc, il va falloir bien les évaluer. Et en ça, j'essaie de faire une petite transition pour donner la parole à ma chère Fabienne sur la partie 3 de notre ouvrage, qui est donc sur l'évaluation. Alors, l'évaluation, je suppose que c'est un peu la bête noire, ça reste la bête noire de tout enseignant tout au long de sa carrière, parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par quel bout, commencer pour évaluer quoi. Et après, se pose la question de, une fois qu'on a évalué, est-ce que le résultat de l'évaluation, il reflète vraiment ce que les connaissances des élèves et pour combien de temps. Surtout parce que les élèves du lycée, une autre caractéristique, c'est un petit peu les problèmes de mémoire ou en tout cas de mémorisation sur du long terme. Le corollaire de ça, c'est que une connaissance qui est là à un moment donné, on n'est pas sûr qu'elle sera là dans 3 semaines, admettons, si on change certains éléments du contexte. Donc, la partie évaluation, elle est fondamentale. De toute façon, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on évalue tout le temps. On est tout le temps en train de se demander est-ce que cette situation que j'ai mise en place, elle est pertinente?
Est-ce que l'élève à qui j'ai dit telle ou telle chose, est-ce que je me suis pas trompée dans la manière dont je me suis adressée à lui? J'ai rencontré des parents, voilà ce que je dois leur dire, mais après, waouh, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je leur ai transmis le bon message sur ce que je voulais communiquer, sur ses besoins ou ses difficultés? Donc ces questions, c'est des questions d'évaluation. C'est-à-dire, c'est de se positionner entre ce qu'on constate et comment on agit derrière. Alors, si on rapporte ça aux évaluations des élèves, il y a différents outils qui sont imposés, notamment dans le cadre de la scolarisation des élèves handicapés. C'est le GVASCO, qui est un outil d'évaluation qui est déjà tout fait, mais qui n'est pas facile à prendre en compte. Il faut le renseigner. Alors, la question qui est vraiment importante, encore une fois en termes de communication, c'est qu'est-ce que je vais repérer dans les outils que j'utilise, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais écrire. Parce que le fait d'écrire, ça permet de clarifier les choses. Il faut faire attention à avoir des écrits dans les évaluations, quel que soit l'outil, des écrits qui soient positifs, parce que de toute façon, les élèves en situation de handicap ont des déficiences. Ils ne fonctionnent pas comme les autres, donc il ne faudrait pas rédiger sous forme négative. Ça, on le sait. Il n'est pas concentré, il n'est pas attentif, il n'est pas si... On le sait. C'est fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu cette orientation en ULIS. Donc, les évaluations, elles doivent être positives au sens où elles doivent pointer ce que l'élève est capable de faire, ce qu'il sait déjà, mais elles doivent pas non plus, et c'est là que c'est compliqué, elles doivent pas non plus éventuellement entretenir une illusion d'un niveau qui ferait en sorte que les parents, parce que c'est toujours ce qui se passe, espèrent un retour en classe ordinaire. Donc, ces évaluations sont vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pourquoi je renvoie encore sur les programmes officiels, parce que ça permet de situer un niveau de compétence. Si on regarde les grilles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, on peut trouver des choses parce que les profils des élèves sont hétérogènes. Donc, ils peuvent avoir un niveau de lecture, par exemple, qui correspond à fin CP, début CE1, et puis un niveau sur les domaines scientifiques, les maths par exemple, qui sera très en deçà, qui peut être qu'on peut situer justement en grande section ou en moyenne section. Enfin, ça, c'est un peu la norme, cette hétérogénéité des compétences. Ça peut être l'inverse. Il peut y avoir vraiment des difficultés en lecture, écriture et des bonnes compétences au niveau opératoire en maths. Alors, il faut repérer ça. Il ne faut pas que ça fasse peur. Ça fait partie du profil des élèves, cette hétérogénéité. Ça peut avoir une incidence effectivement sur les inclusions parce que du coup, ces décalages complexifient les modalités d'inclusion en classe ordinaire, quoi. Alors, par quoi on commence? Je suppose, pour évaluer par quoi on commence, je suppose que depuis la rentrée, vous avez repéré plein de choses, vous avez fait des observations, il y a des constats que vous avez pu faire sur telle attitude, telle réaction, telle difficulté, tel blocage, mais aussi tel centre d'intérêt, quelle réussite, quel plaisir, quel domaine privilégié permettent de commencer à communiquer ou à avoir des résultats positifs. Voilà, tout ça, vous avez fait ce que nous, on a appelé des évaluations initiales. On a recueilli tout un tas de choses de manière intuitive ou de manière plus formalisée si vous avez utilisé des grilles. Tout est bon, hein, tout est bon. Même une remarque à chaud, waouh, il se passe un truc, hop, on l'écrit vite quelque part et on le garde en note parce que ça peut être important pour la suite. Voilà, ça c'est ce qu'on fait dans la période 1. Là, il va y avoir une période un peu de repos. Vous allez être en vacances enfin. C'est un moment où toutes les, tout ce recueil d'observations et d'évaluations initiales va vous permettre ce repos va vous permettre déjà d'oublier un petit peu cette rentrée et puis aussi mais de formaliser les choses, d'avoir un peu de distance, un peu de recul pour vous dire voilà, avec tout ce que j'ai découvert, tout
tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai pris là de plein fouet, tout ce que j'ai réussi à faire et tout ce que j'aurais voulu faire et que j'ai pas pu faire encore. Voilà, tout ça pour l'instant, c'est un gros mélange. Ça va se poser pendant les vacances et vous allez pouvoir utiliser tout ce matériel pédagogique qui est extraordinaire pour un peu catégoriser, voir ce qui est important ou pas, voir ce que vous allez garder ou pas. Ça sert à ça, les évaluations. Ça sert à poser les choses et à se dire, voilà, avec tel élève, j'en suis là, avec tel autre, voilà. Si j'ai fait des programmations, une amorce en français ou en maths, ben voilà, j'ai avancé comme ci, comme ça. Si vous n'avez pas fait de programmation, c'est pas grave. Si c'est pas la priorité de la période 1, il faudra peut-être justement vous donner un fil rouge pour la suite. Et le dernier mot sur l'évaluation, pour moi, elle a toujours servi à montrer des progrès. Quel que soit l'âge du gamin, quel que soit son niveau dans une progression d'apprentissage, quel que soit son handicap, s'il y a un progrès, il faut le pointer. Alors, on peut utiliser le carnet de suivi et de progrès qui est en maternelle. On peut utiliser le LSU si le gamin est en inclusion sur du cycle 2 ou 3. Il y a plein d'outils institutionnels qui permettent, qui permettent de cadrer vraiment l'action pédagogique du coordonnateur et de l'enseignant du lycée dans le fait qu'il fait ce qu'il a à faire dans le cadre institutionnel. Il y a aussi d'autres outils plus individualisés qui vont permettre de mettre en valeur un petit progrès quelque part et aussi par rapport aux parents qui sont souvent tellement inquiets sur la réussite de leurs élèves, on les comprend de dire, ben voilà, il y a ça, mais sur cet aspect-là, waouh, il y a des progrès, et même une toute petite chose, une prise de parole, une initiative à un moment donné, un calme pendant un temps qui augmente, une adhésion aux activités, tout ça, c'est des progrès extraordinaires qu'on sous-estime et qui vont permettre de vraiment poser des bases nouvelles pour la suite de la période. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, Adeline, je te passe le relais, le relais sur l'inclusion. Je rebondis sur ce que tu dis, enfin, sur plusieurs points. On a tous pris un bus en travers de la tête. Là, c'est le mois de septembre. J'attends les vacances avec grande impatience. Même après 17 longues années dans le spécialisé, j'ai pris un bus dans la tête aussi, comme tout le monde. C'est compliqué. Le démarrage en Ulysse, c'est toujours assez violent. C'est beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à évaluer, comme tu dis. On est sur de l'évaluation, effectivement, souvent en termes scolaires, parce qu'on a besoin de situer au niveau des niveaux des enfants. Et au-delà de ça, effectivement, on va situer les besoins de tous nos élèves. C'est ce que tu disais avec ce qu'ils aiment, comment ils réagissent, comment ils sont fatigables, etc. Et tout ça, ça va vous servir après pour mettre en place vos inclusions. Parce que bien souvent, on parle de ce que l'on fait au sein de nos dispositifs, mais une des grandes fonctions de l'ULIS, c'est justement d'inclure. Et au niveau de cette inclusion, il va falloir bien la préparer, bien l'anticiper, puis par la suite la réévaluer, l'ajuster. On ne s'est fait que de ça. Toute l'année, c'est des ajustements constants au niveau des inclusions, de l'évaluation de ces enfants et de leur capacité. Bien souvent, on raisonne uniquement en termes, enfin, on a tendance à ne raisonner qu'en termes de l'enfant, il a tel niveau scolaire, donc ben oui, mais je dois l'inclure en CE2 et il a qu'un niveau grande section. Et on va raisonner comme ça. Il faut dépasser ça, je pense, en se disant que l'inclusion n'a pas pour projet unique de développer des compétences scolaires. On peut aussi avoir, et c'est pour ça que c'est important de définir vos objectifs d'inclusion, parce qu'on peut tout à fait avoir un objectif d'inclusion qui n'est pas que disciplinaire et qui va être le rapport à l'autre, le développement de compétences psychosociales, la prise de parole, nous parlait Fabienne, le placement dans le groupe, l'écoute de la consigne collective. On va avoir comme ça d'autres objectifs qui ne seront pas seulement des objectifs de j'apprends à lire, j'apprends à poser une addition. On a aussi d'autres objectifs au travers de certaines inclusions qui peuvent paraître du coup insurmontables parce que le niveau scolaire n'est pas là, mais on va chercher à atteindre autre chose en mettant ces enfants dans leur classe. Donc pour bien préparer et bien anticiper ces inclusions qui ont certainement déjà démarré, je l'espère, chez vous,
Vous allez avoir plusieurs cordes à votre arc de coordo, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes formes d'intervention que vous pouvez faire. Vous allez intervenir en tant que coordo dans votre dispositif, mais vous êtes aussi à disposition des collègues pour faire des interventions dans les classes, de la co-intervention, du co-enseignement, prendre un groupe en remédiation, faire un projet. Il y a énormément de choses possibles et je trouve que c'est une vraie richesse en ce sens, le métier de coordo. On a après à construire, et c'est pour ça, alors les vacances à venir vont être studieuses, je pense, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on a énormément de projets à rédiger, etc., pour ces inclusions, justement. Projets que vous allez certainement, alors pour ma part, je ne les ai pas commencés, donc je suis très en retard par rapport aux années passées, mais vraiment, c'était compliqué là sur le mois de septembre de faire ça. Donc, on va s'atteler à ça pendant les prochaines vacances pour que tout ça soit bien aligné et que les projets soient rédigés convenablement avec les besoins de chaque enfant, ses objectifs en termes d'inclusion et ses objectifs au sein du dispositif. Préparez vos emplois du temps. Vous avez dû vous arracher les cheveux, je pense, sur ces dernières semaines, parce que les emplois du temps des enfants, c'est un vrai casse-tête en Ulysse, entre les prises en charge extérieures, les temps d'inclusion, le retour en dispositif, tout ça, c'est une articulation monstre. Ajoutez à ça les emplois du temps des AESH, qui est disponible pour aller aider qui, quand, pourquoi, comment et dans quel objectif toujours. Donc voilà, tout ça, c'est un vrai nœud, un vrai casse-tête, mais c'est à travers ces leviers-là que vous allez pouvoir réussir vos inclusions derrière et qu'on va avoir des inclusions qui sont profitables à l'enfant, qui ne sont pas source ni de souffrance pour lui, ni de souffrance pour la collègue qui l'accueille, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tout ça, c'est à prendre en compte, le bien-être de tous, pas juste l'enfant, bien sûr, en première ligne, mais le bien-être des collègues aussi autour de vous. C'est pour ça qu'il faut faire énormément de liens entre le dispositif et la classe ordinaire. Pareil, faire beaucoup de retours, travailler la méthodologie avec les enfants pour pouvoir justement travailler en amont. Qu'est-ce que tu vas bientôt apprendre dans ta classe? Tiens, la maîtresse m'a dit que vous alliez travailler sur la préhistoire. Est-ce que tu veux déjà qu'en amont, on travaille un petit peu, qu'à posteriori, on reprenne la trace écrite, qu'on revoit sous forme de, alors ça peut être carte mentale, ça peut être une petite vidéo qu'on va regarder ensemble, ça peut être des petits post-it, reprendre ensemble voilà, sur la leçon, etc. Il y a pas mal d'allers-retours à faire entre ce qui est fait dans l'ordinaire. C'est pas, il y a ce que tu fais dans ta classe, et puis il y a ce que tu fais dans le dispositif, et tout ça n'a pas de lien. Finalement, il faut créer ce lien parce que c'est cette méthodologie qu'on va apporter à l'élève qui va lui servir dans sa classe à justement réussir son inclusion, se sentir à l'aise dans son rôle d'élève dans sa classe. On va faire beaucoup d'enseignements explicites, des retours avec de la métacognition où on va amener l'enfant à réfléchir, qu'est-ce que tu as appris? Comment tu as appris? Comment la prochaine fois, tu as du mal à mémoriser ta leçon? Ok, les mots de vocabulaire, ils sont durs. Viens, on va en souligner quelques-uns. On va essayer de les comprendre. Et puis, on va les réemployer. Et on aide l'élève finalement à mieux se sentir dans sa classe en préparant en amont et en reprenant a posteriori ce qui a été fait. Donc il y a comme ça pas mal de... C'est un jeu de ping-pong entre les enseignants, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la communication elle est essentielle, parce que c'est ce qui va être le ciment finalement de votre inclusion. Alors vous allez nous dire, je pense dans vos questions plus tard, on a beaucoup remarqué avec Fabienne quand on a fait le livre, nous on vient de la même région et donc de la même académie, mais on a vu que les pratiques inclusives elles diffèrent beaucoup d'une académie à l'autre. C'est important quand vous allez arriver comme ça dans un dispositif de vous renseigner. Alors, il y a ce qu'on vous dit nous, il y a ce qui est écrit dans le bouquin, et puis il y a aussi ce qui est en pratique réelle dans vos départements et dans vos circonscriptions. Donc, prenez bien attache aussi auprès des conseillers pédas, auprès de votre IEN, etc., pour savoir quelles sont les pratiques qui ont vraiment cours, parce que on dit que, par exemple, dans certaines académies, les enfants ne peuvent pas être accueillis sur une classe à N-1, N-2 par rapport à leur âge, que c'est forcément la classe de référence correspond forcément à l'âge de l'enfant. Dans certaines académies, c'est le cas. Pour rappel, le texte dit que les enfants sont inscrits dans la classe de référence et la classe de référence correspondant approximativement à l'âge de l'enfant. Ce mot approximativement, il est important parce que quand on a un enfant de CP qui n'a pas réussi son CP pour X raisons, ayant des troubles, etc., on décide de proposer une orientation en Ulysse, la MDPH statue là-dessus et l'enfant est orienté en Ulysse, on peut supposer que de le mettre en CE1 l'année d'après, ça risque d'être compliqué puisqu'il a déjà échoué ce CP. Donc, l'inclusion N-1, nous, en tout cas chez nous, c'est ce qu'on pratique beaucoup.
Voilà. Après, on a des inclusions en classe de référence à âge normal, à âge de l'enfant. N-2, ça se pratique de moins en moins. Et évidemment, alors là, après, c'est du bon sens, faire des inclusions d'un enfant de CM2 en CP, termes d'estime de soi, etc., c'est non. Hein. C'est non parce que même le regard que l'enfant va apporter sur lui, sur son rapport aux autres enfants, il est certain qu'on a des enfants qui sont immatures, ça c'est vrai, qui ont des centres d'intérêt parfois qui ne correspondent pas aux enfants de leur âge. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Encore une fois, pas seulement le niveau scolaire. C'est sûr que quand on a un enfant de CM1 qui aime la patte patrouille, se retrouver avec des copains de CM1 qui, eux, sont déjà en train de se dire, bah voilà, oh, peut-être comment je vais avoir un petit copain bientôt, etc. On n'est pas sur les débats. Voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, mais tout ça, ça se questionne. Tout ça, ça se discute avec l'enseignant, avec l'enfant, avec la famille. D'où l'importance, encore une fois, de bien connaître, de bien évaluer ses enfants. Ça évite des déconvenus, hein, parce que quand on choisit de mettre en place telle ou telle forme, même d'intervention, il y a des circonscriptions qui n'acceptent pas, par exemple, que l'on prenne des enfants qui ne sont pas référencés MDPH, qui n'ont pas de notification pour l'ULIS. Il y a des circonscriptions qui refusent absolument que le coordo puisse prendre des enfants d'une autre classe dans son dispositif. Là encore, on va éviter les déconvenus. On n'est pas là pour vous dire avec Fabienne, faites ci, faites ça, c'est formidable, tout est autorisé. Non, pas du tout. Prenez attache auprès de vos IEN, voyez ce qui est fait chez vous, voyez proposer, soyez force de proposition. C'est justement vous qui allez être le moteur de tout ça. Proposez des projets, des choses qui sont construites avec de vrais objectifs derrière, qui sont toujours au service de l'élève. Et à partir de là, je pense que tout est défendable, je pense que tout est entendable lorsque c'est fait en bonne harmonie avec l'équipe, en bonne harmonie avec les textes et dans l'objectif de faire progresser tout le monde. Moi, pour ma part, je m'en arrête là pour la partie inclure, mais je pense que vous reviendrez avec des questions. Et on a une dernière partie, Fabienne, sur orienter. Alors, je ne sais pas si on l'aborde tout de suite, parce que c'est peut-être pas la priorité. On l'a évoqué quand on en a parlé. S'il y a une question peut-être à la marge ou d'autres sur l'orientation, parce que ça va être le calendrier en novembre-décembre, un petit peu vers les. Mais c'est peut-être pas la priorité. On va peut-être donner la parole à Nick, si tu peux nous retransmettre des questions. Tout à fait. Ben, on a Sarah qui nous avait écrit et qui est là aujourd'hui. Oui. Une question intéressante. Alors, je vais lire quand même ce qu'elle marque parce que c'est un petit peu long. Donc, elle est en Ulysse TFC, pardon, depuis 4 ans, enseignante spécialisée. Elle a toujours été optimiste concernant l'école inclusive. Cependant, cette rentrée a été particulière. De nouveaux élèves ont été admis au sein du dispositif. Ce sont des élèves TSA non-verbaux avec des troubles du comportement et ils ne bénéficient pas de soins. Ils sont tous les jours avec elle. Elle fait au mieux, elle construit des liens de confiance, les élèves sont contents de venir, mais c'est difficile au quotidien. Elle se sent quand même démunie. Elle a un groupe très hétérogène, seuls 3 élèves peuvent être inclus plus ou moins. Et du coup, forcément, il y a un sentiment de culpabilité, de ne pas être forcément conforme au texte et un besoin de répondre au mieux aux besoins de ses élèves, justement. Alors, je vais répondre à Adeline, si tu veux. On avait un peu dit par rapport à la question qu'on avait il y a quelques jours. Alors, les Ulysses 1, ce sont celles qu'on trouve majoritairement dans le paysage, les troubles des fonctions cognitives. Voilà. Ça, c'est l'indication pour l'ouverture d'un dispositif. Moi, quand j'étais enseignante en classe de perfectionnement et ensuite en classe d'intégration scolaire, je pense que j'ai absolument jamais eu 10, 12 ou 15 élèves qui correspondaient exactement à l'intitulé de ma classe, puisqu'à l'époque, c'était des classes, même si on intégrait, j'ouvrais déjà beaucoup. Donc, il faut enlever tout de suite la culpabilité. Vous y êtes pour rien. Les élèves sont orientés sur un dispositif parce que peut-être parfois il n'y a pas d'autres réponses institutionnelles une fois qu'il y a eu l'orientation par la MDPH. Il n'y a pas d'autres réponses d'orientation que le dispositif qui est là géographiquement et auquel les parents acceptent d'amener leur enfant. Première chose. Donc, enlever la culpabilité si vous avez plein de profils différents qui ne correspondent pas forcément à l'intitulé, c'est normal.
C'est regrettable parce que du coup, ça complexifie la chose, mais vous n'avez surtout pas à être coupable de ça. Voilà, les élèves, après, les enfants sont là, on essaie de voir. TSA, si j'ai bien compris, alors ça peut être soit troubles spécifiques des apprentissages, soit des troubles rattachés à l'autisme, parce que avec la forêt de sigles que vous avez dû découvrir, c'est parfois difficile de catégoriser. Donc là, je pense que vu le plan autisme qu'il y a depuis quelques années, on est plutôt sur des profils de ce type-là, troubles du spectre autistique, enfin voilà, il y a aussi différentes appellations. Et il y a des troubles du comportement et de la conduite, comme on appelait ça avant, TCC, avec des élèves qui n'ont pas, encore une fois, le même type de besoin. Alors, comment on fait avec tout ça? Eh bien, on essaie de bricoler. C'est ça qui fait qu'on n'est tellement pas à l'aise. On est obligé de bricoler avec ces différents profils. Et ce qui rend la tâche d'enseignement et de cordeau difficile, c'est qu'on a l'impression de mal faire son boulot. On a l'impression de mal faire son boulot parce que premièrement, on ne sait pas forcément proposer un enseignement et des apprentissages adaptés à ces différents profils qui sont là, voilà. Et que deuxièmement, on se sent en décalage par rapport au texte, puisque maintenant c'est école inclusive, inclusive, et que si on n'arrive pas à monter un projet d'inclusion qui soit cohérent, je voudrais reprendre ce mot, Adeline, elle l'a dit deux ou trois fois, mais je voudrais vraiment, il faut chercher la cohérence, et si vous êtes en décalage entre la pression de l'inclusion et le fait que ça ne marche pas parce que les élèves ne peuvent pas, il y a des profils qui ne correspondent pas, ils n'ont pas le niveau scolaire, ils n'ont pas les compétences sociales ou de savoir-être pour y aller, eh bien, le dispositif ne peut pas faire autrement que de fonctionner quelque part un petit peu en milieu fermé. C'est-à-dire que les élèves sont là, vous avez à les gérer, et pour l'instant, il y a pas moyen de faire autrement. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que septembre-octobre sont tellement compliqués parce qu'on découvre tout ça et on se prend le bus, comme a dit Adeline, entre les gamins qui sont là et puis ce qu'on doit faire avec eux au quotidien et ce que les textes extérieurs voudraient nous faire faire. Voilà. Adeline, je te passe la parole. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Fabiana. À l'impossible, nul n'est tenu, Sarah, vraiment. Déculpabilisation, je pense que Fabienne, tu as raison. Tu parlais d'instruction officielle dans ta question. Je pense qu'effectivement, ton idée, c'était de dire, bah, je ne peux pas tous les inclure. Ils ne sont pas effectivement en capacité scolaire ou en capacité sociale de partager des moments dans leur classe de référence. Pour certains, ce sera 95% du temps passé en classe de référence. Pour d'autres, ce sera 0. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Rassure-toi, moi j'ai un élève qui n'est pas inclus, qui n'a pas de classe de référence et qui n'y va jamais. C'est comme ça. On ne peut pas tout faire. Et pour certains enfants, ça n'est pas la solution, ça n'est pas la réponse adaptée. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que on a toujours à garder en tête le bien-être de l'enfant. Alors, on ne vous demande pas dans le texte ne dit pas qu'on doit forcer à l'inclusion le plus possible. Le texte dit retour au sein du regroupement et du dispositif Ulysse autant que de besoins. Donc, si les besoins sont conséquents, on revient souvent dans le dispositif. Si les besoins sont moins conséquents, alors on passe plus de temps en classe de référence. Donc, pas de culpabilisation. Effectivement, certains enfants sont trop immatures, n'ont pas d'accompagnement humain parfois. Alors, il y a des solutions, c'est-à-dire qu'on peut baliser le parcours du gamin, on peut proposer l'accompagnement de l'AESH, on peut même y aller nous. Moi, c'est ce que j'ai fait pour certains enfants. J'y allais moi. L'après-midi, les enfants étaient tous dans leur classe. Et puis, avec 7 élèves particulièrement, j'allais moi dans la classe. Et on faisait un petit projet. Et c'était parfois une demi-heure. Ça peut être comme ça des petites choses plus ponctuelles. Et puis, au fil de l'année, on arrive à augmenter les temps d'inclusion quand c'est possible. Et voilà. Et parfois, ça ne l'est pas. Alors oui, c'est dépendant des enfants. Vous allez avoir 14 enfants, 12 enfants différents. Et pour 12 enfants, la réponse inclusive, elle sera différente. Donc vraiment, c'est normal, c'est logique. Après, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne en Ulysse, hein, c'est-à-dire qu'on ne se ferme pas la porte à l'inclusion et on ne met pas les 12 enfants en Ulysse toute la journée. Évidemment, c'est au cas par cas et en fonction des enfants. Oui, c'est la notion de parcours qui est importante. Donc, donnez-vous le temps aussi
là, vous avez géré des urgences. Et mettez-vous un tout petit peu en perspective. Si c'est une première année dans le dispositif, à la limite, le besoin de l'enfant, c'est vraiment d'être rassuré, d'être cocooné, de reprendre des bonnes pratiques. L'inclusion dans le parcours, elle peut arriver plus tard, en janvier ou éventuellement l'année suivante, si c'est une première année. Donnez-vous du temps. Il y a pas, tout n'est pas à faire. On ne peut pas tout faire tout de suite. Adeline vous pose aussi une autre question. Ces objectifs d'inclusion ne sont pas toujours atteignables, notamment pour les élèves notifiés en IME. Comment inclure un élève en CM2 TSA non verbal avec d'importants troubles du comportement, par exemple? Et là aussi, on en revient à le fait de dire que effectivement l'enfant n'a pas le niveau d'un CM2. Ben oui, évidemment, parce que s'il avait le niveau d'un CM2, il serait en CM2. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait entendable. Et on ne va pas chercher à atteindre les objectifs du CM2 en termes disciplinaires. On ne va pas dire, moi, je vais me mettre en histoire géo en CM2 et tout va bien se passer, il va comprendre les carolingiens, etc. Non, évidemment. Maintenant, attention, l'objectif de l'inclusion n'est pas toujours disciplinaire, n'est pas toujours scolaire. Pour ces enfants-là, l'objectif d'inclusion, il peut tout à fait être le rapport à l'autre, le comportement au sein du groupe. Alors là, on est dans le non-verbal, donc l'objectif premier, ça va être la communication. Et quoi de mieux pour communiquer que d'être au milieu d'enfants qui communiquent justement. Et c'est tout l'intérêt et c'est tout l'enjeu de l'ULIS et de cette inclusion, c'est que si vous définissez avec la collègue qui accueille cet enfant TSA non verbal des objectifs spécifiques pour l'enfant, qui ne sont pas les objectifs de la classe. Je suis d'accord qu'on n'est pas sur, eh ben lui, il vient pas travailler forcément le jour et la nuit en CE1 ou en CE2. Non, lui, il va venir pour partager un temps avec le groupe, pour accepter de s'asseoir un quart d'heure, d'écouter une consigne, d'accepter de s'installer en classe, de suivre ce que, alors avec l'AESH ou avec la coordo, avec un autre enfant peut-être, de communiquer, de montrer, de pointer du doigt. Ben voilà, on est dans des objectifs qui sont propres à l'enfant après. Et la classe, elle sert de terrain d'apprentissage à l'enfant, dans ses compétences à lui. Donc effectivement, on ne se ferme pas la porte à l'inclusion sous prétexte que le niveau scolaire n'est pas atteint, parce que sinon, effectivement, on n'inclurait jamais. Et le sentiment d'appartenance au groupe, il se joue dès le départ. C'est-à-dire que si dès le départ, vous partez du postulat que l'enfant, il pourra de toute façon pas suivre, et donc vous ne le mettez jamais dans sa classe, eh bien oui, il va être espèce d'animal rare qu'on va ramener là, puis qu'est-ce que je fais là, et les autres enfants ne sauront pas ce qu'il fait là. Alors que si dès le départ, nous, on a un enfant qui est effectivement aussi autiste et qui va tous les matins dans sa classe quand même, il fait l'accueil dans sa classe tous les matins, avec des objectifs qui lui sont propres, mais les autres le connaissent, les autres travaillent avec lui, l'acceptent, lui fait partie de cette classe, il a une place dans cette classe, puis revient dans le dispositif pour d'autres apprentissages plus spécifiques. Mais effectivement, définissez des objectifs qui ne sont pas forcément ceux du CM1, CM2 et qui sont propres à l'enfant. Je pense que ça, c'est essentiel d'avoir tout ça dans des conditions d'accueil. On est dans les meilleures conditions d'accueil qui soient, hein, quelque chose de positif et de bienveillant. Mais voilà, en aménageant au niveau matériel, au niveau des supports, au niveau il y a pas mal de choses à faire et à construire qui sont tout à fait réalisables, même avec des enfants non verbaux. Et je voulais juste rajouter, évidemment, je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Adeline, juste rajouter que peut-être il y a des domaines d'apprentissage non verbaux et qui ne dépendent pas non plus de l'âge en termes d'apprentissage, c'est tout ce qui est les domaines artistiques et les domaines de l'éducation physique et sportive. Et où là, ces élèves qui n'ont pas les compétences verbales ou qui n'ont pas les compétences disciplinaires français maths, puisqu'on est focalisé là-dessus, eh ben, ils vont pouvoir montrer leur talent et leurs compétences éventuellement artistiques ou dans le domaine physique à égalité d'âge avec des gamins de leur groupe de référence. Et ça peut significativement les aider à faire des super progrès dans d'autres domaines. Bon, ça, voilà. Très bien. Juste une petite question, peut-être rapide, de programme. Y a-t-il des textes de référence disant explicitement l'autorisation ou non de faire du N-2? Non. Non, d'accord. Non. Tout ça, c'est des aménagements au cas par cas. Il faut bien se dire qu'il y a les programmes officiels, mais en ULIS, et pour tout ce qui concerne l'enseignement adapté, les dispositifs de ce type-là, c'est du cas par cas. Comme l'a dit Adeline, il faut prendre attache avec le fonctionnement qui est en vigueur dans l'académie et même dans la circonscription.
et même au niveau de la circonscription, avec l'enseignant référent s'il y a, ou le référent ASH dans un secteur spécifique d'école, parce que en fonction d'un secteur ou l'autre, il peut y avoir des différences de fonctionnement qui sont liées à la géographie. Si c'est très rural ou si c'est urbain, il n'y a pas le même accès à tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment une réponse de cas par cas. De toute façon, aucun texte officiel ne se prononcera de cette manière aussi claire. Non, Comme je comme pense l'a que, dit, il y a pardon. des termes, il y a des termes qui permettent approximativement, ou il y a des termes qui sont suffisamment, alors, certains diront flous, mais d'autres diront souples, et sur lesquels on peut s'appuyer à partir du moment où on peut justifier, hein, à partir du moment où on a vraiment un état des besoins et où on peut dire, ben voilà, je propose du N-2 parce que tac, 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 avec des arguments étayés, là, ça peut passer. Il Oui, n'y a voilà, pas je de... pense que de toute façon, vous avez à votre disposition des outils qui, eux, sont des outils vraiment formels. Là, vous allez ou vous êtes en train de rédiger les documents de mise en œuvre des PPS. Si c'est inscrit dans le document de mise en œuvre du PPS que pour X raisons, et comme dit Fabienne, avec des justifications en termes de besoins d'enfants, ça peut passer. Il y a certainement des circonscriptions où ça ne passera pas, hein, et où on vous dira c'est non, c'est point, c'est comme ça, et ça ne se discute pas. Voilà. Donc c'est souvent un peu fermé. Le N-2, il passe vraiment très très mal et très peu. Mais voilà, c'est vous qui rédigez les documents de mise en œuvre du PPS, donc à vous aussi de pouvoir justifier en termes de besoins de ce que vous choisissez de mettre en place en termes de parcours inclusif pour vos enfants. Il y a un truc qui peut jouer, j'y pense juste à l'instant, c'est de peut-être par rapport au N-2, la subtilité de la date de naissance. Parce que si les gamins, il est plus ou moins de fin d'année ou pas, le décalage d'âge réel, il peut peut-être éventuellement se raccourcir. C'est toujours intéressant d'ailleurs de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des dates de naissance dans la proposition d'un groupe de gamins. Ça peut... Une autre question de Clotilde. Que pensez-vous du LPI? Nous sommes censés le mettre en place dès janvier, mais cela me questionne au niveau du secret médical. Moi, je ne sais pas répondre à ça, Fabienne. Je ne sais pas si toi, tu sais. Alors, je sais un petit peu, mais je vais nécessairement faire une réponse de Normand parce que j'en ai parlé la semaine dernière quand j'étais justement, on a parlé du LPI qui est donc le livret de parcours inclusif. Il est pour l'instant proposé à titre expérimental. Si mes références, si mes connaissances sont correctes, il est proposé à titre expérimental pour se mettre en place éventuellement par la suite. Le secret médical dans le PAI, ben moi, si vous me demandez mon avis sur le secret médical, je pense que au cours d'une ESS, si vraiment il y a des données importantes, pour moi, ça a toujours été important qu'elles soient communiquées avec évidemment devoir de réserve, mais ce livret de ce LPI là, ça va être un nouvel emballage, un nouvel emballage de tout ce qui existe déjà. Peut-être pour garder une cohérence pour les enseignants référents qui, eux, gèrent le dossier sur plusieurs années du parcours de l'élève. Hein. Donc, vous, pour cette année, bah, si vous faites partie de l'expérimentation, restez dans la commande de l'institution. Si vous n'êtes pas dans un département où ça se met en place, ben, suivez peut-être un petit peu la progression des textes officiels pour voir si ça se met vraiment, si ça se généralise vraiment pour la rentrée prochaine. Encore une fois, il y a le temps, il n'y a pas le feu au lac là-dessus. Et je pense que tous les outils qui sont dedans existent déjà. Donc, il ne faut pas penser que c'est encore un truc en plus. Voilà, ça va être peut-être une nouvelle dénomination, mais à mon avis, c'est pas quelque chose en plus. Je sais pas, Adeline, si tu as des éléments d'autres. Non, justement, c'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises et moi je me suis pas du tout affolée non plus. Je me suis dit que j'attendais de voir ce que ça allait donner. Pour l'instant, voilà, Il est urgent d'attendre sur ce truc-là. On a d'autres choses à faire en septembre. Je t'avoue qu'effectivement, on n'était pas du tout sur cette priorité-là. Non, non. Mais je vais regarder ce qui se trame. Ouais. Une autre question de François, alors là un peu plus sur le collège. Il demande si vous pouvez dire un mot sur l'ULIS collège, notamment sur les objectifs de l'inclusion, lorsque le niveau de l'élève est très éloigné du niveau attendu. Après, voilà, vous êtes plus ULIS école, hein, on pose quand même la question.
Alors, oui et non. Voilà, Fabienne a sûrement plus de connaissances du collège et moi, je ne vais pas faire une réponse, comment dire, je ne vais pas faire une réponse politiquement correcte. C'est-à-dire que j'ai, moi, trop de douleur à. J'ai envoyé des enfants en Ulysse collège. J'ai le sentiment, alors là, c'est vraiment un truc hyper perso, pardon, voilà. Vas-y. C'est une pour ça, mais moi j'ai le sentiment d'avoir accompagné pendant 5, 6 ans des enfants dans la montagne en leur tenant la main, regarde le paysage comme c'est joli, regarde les progrès qu'on fait, etc. Puis arrivé en haut de la montagne, j'ai l'impression de les jeter dans le vide. Honnêtement, voilà. Moi j'en suis là de mon constat. Je trouve que le collège, c'est une vraie marche. Mon gamin vient d'entrer au collège l'année dernière. Et déjà pour un gamin ordinaire, je trouve qu'il y a une vraie marche. Il y a un vrai changement complet de prise en charge de l'élève. Alors, les profs de secondaire, ne me jetez surtout pas de cailloux, mais je pense que c'est pas dans l'ADN du prof de secondaire de pratiquer cette différenciation qu'on nous demande à nous depuis des années à l'école élémentaire. Je pense que c'est pas encore dans leur ADN, ça vient. Franchement, il y a plein de progrès. Je vois plein de gens faire des choses merveilleuses en termes d'inclusion, etc. De plus en plus de profs s'engagent pour faire de ces inclusions des moments bienveillants, positifs et porteurs de réussite pour les enfants et de progrès. Et ça, je le salue et c'est très bien. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire et que moi, j'ai un petit peu je trouve qu'effectivement, les décalages, le manque de place en IME, le manque de structure, le manque d'accompagnement humain, voilà, je dénonce ça, ça me fatigue. Je trouve qu'on envoie les enfants dans des conditions qui sont parfois difficilement supportables pour eux, pour les familles et pour les anciennes coordos qui se sont donné tant de mal pour que ça se passe bien à l'école. Voilà, je ferme cette parenthèse de le collège et moi, c'est voilà, pardon, je te laisse faire un truc plus positif. Il fallait. Non, alors, moi, je vais pas faire de politique si c'est ça le mot que tu as dit, parce que il y a eu une petite coupure, je sais pas. Je vais vous parler de mon expérience parce que dans tout ce que j'ai fait, il y a eu une année où j'ai en fait repris des gamins et où j'ai monté un dispositif Ulysse Collège dans un collège où ça n'existait pas, donc c'était une création. Alors donc, dans le dispositif que j'ai eu à mettre en route, je me suis retrouvée avec 14 ados de 12 à 16 ans avec des niveaux complètement disparates et mon plus âgé qui avait 16 ans, enfin qui a eu 16 ans au mois d'octobre. Donc voilà, était non lecteur. Et il était non lecteur avec des problèmes d'élocution importants. Donc ça a été très compliqué. J'ai pas pu faire fonctionner l'inclusion. De toute façon, beaucoup d'enseignants de ce collège euh, avaient très peur, n'étaient pas forcément d'accord. Cette création, elle leur était un peu imposée. Donc voilà, il n'y avait pas une adhésion à 100%, j'ai envie de dire, avec un euphémisme. Et la difficulté principale que j'ai eue aussi, c'est que c'était un collège où il n'y avait pas de SECPA. Donc, je n'avais pas de. Et les élèves qui m'ont été envoyés au compte-gouttes jusqu'en janvier, où là j'étais à plein dans l'effectif de l'Ulysse collège, venaient de. C'était un peu des patates chaudes qui venaient d'autres collèges. Et eux, ils avaient eu l'habitude d'aller sur les ateliers de SECPA. Je pense à des gamins voilà, qui avaient 14-15 ans, 4e, 3e en termes d'âge réel, mais pas de scolarité en termes de niveau. Donc, ça a été très compliqué. Euh, la synthèse que j'ai envie de faire par rapport à l'Ulysse Collège, c'est que c'est important quand même que pour les gamins d'Ulysse École, il y ait la perspective d'aller au collège et éventuellement d'accéder ensuite à un Ulysse Pro au niveau du lycée, parce que justement, ça les met en perspective. Il n'y avait pas ça avant. Et il y a cette notion de continuité, alors, dans les faits, elle est super compliquée, hein, je suis d'accord avec Adeline, mais dans l'idée, pour les femmes. Bon espoir, ça aille de mieux en mieux. Les coordos du lycée collège font un boulot Voilà, remarquable. Hein, vraiment, c'est compliqué. pour les gamins et pour les familles, et même pour nous, professionnels, il y a cette perspective quand même de continuité qu'il n'y avait pas, qu'il y avait moins avant. Il n'y avait que la SECPA comme proposition ou l'enseignement ordinaire ou les établissements très spécialisés. Maintenant, il y a une vraie continuité du lycée.
Donc ça, c'est vraiment important de le signaler. Ensuite, il y a une vraie différence structurelle entre l'enseignant polyvalent en premier degré et les profs du second degré qui, eux, sont des enseignants de spécialité. La différenciation, ça reste très compliqué pour eux. Ils n'ont que des séquences en général de 50-55 minutes. Donc, c'est en même temps beaucoup moins souple que nous sur une matinée où on peut aménager, on peut prendre plus ou moins de temps. Enfin, voilà, en fonction de. On a une souplesse extraordinaire qu'eux n'ont pas. Toutes les heures, ça sonne et toutes les heures, il faut changer de salle. Donc, c'est en même temps très compliqué à faire. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qu'on a dit avant sur les besoins des élèves du premier degré, ça reste vrai pour le collège et ensuite, sauf que ce sont des ados. Donc, il y a plein d'autres phénomènes, qui entrent en compte parce qu'ils vivent normalement leur adolescence comme tout gamin de cet âge-là. C'est d'autant plus important de les accompagner en leur mettant quand même un petit peu en tête, même si c'est compliqué en ce moment, la notion de avenir professionnel. Parce qu'on n'est plus à la petite école, on rentre dans le second degré, c'est quand même déjà énorme, c'est quand même déjà vraiment bien. Et donc, il faut commencer à créer peut-être l'idée d'un projet professionnel, même si dans le contexte qu'on a aujourd'hui, ça paraît compliqué. Mais il faut quand même, parce que c'est la réalité. S'ils sont dans le second degré, si on continue à les accompagner, on peut aller vers un lycée, vers une Ulysse Pro, on peut aller vers un statut de travailleur handicapé ou voilà, et où là il y a des possibilités puisqu'il y a des quotas et ça c'est vraiment quelque chose qui est un moteur, voilà, qui peut être un vrai moteur, un vrai projet quoi, quand même. Il faut s'accrocher à ça. C'est top, effectivement, c'est vrai que c'est top et que les collèges ont du coup une mission importante à jouer auprès de ces enfants-là. Après, quand ils arrivent en sixième, c'est toujours que des CM2 plus 2 mois, donc c'est toujours que des petits bouchons. Et du coup, je pense qu'il y a toute cette construction-là. Ça reste vrai. Ils se prennent le passage comme tous les autres. Hein. Ça reste un vrai choc. Comme entre la maternelle et la maternelle et CP, ça reste une vraie rupture. Mais passer cette étape-là, ça les oblige à se réadapter, même si c'est peut-être plus compliqué et plus long pour eux, ça les oblige à se réadapter. Mais c'est surtout qu'ils deviennent encore plus grands, quoi. Ils sont quand même au collège. Alors, c'est pas que une vue de l'esprit. C'est qu'en termes de progression et de développement personnel, ils sont collégiens. Voilà. Ils sont collégiens comme ils sont, mais ils sont quand même au collège. Et ça, tout le monde n'y allait pas avant. Voilà. Mais donc ça, moi, tu vois, pour favoriser les inclusions au collège, peut-être qu'il faut axer beaucoup sur la méthodo, tu vois, pour donner des outiller suffisamment bien ces enfants-là pour que justement ils puissent bénéficier de temps d'inclusion qui sont, même s'ils sont non lecteurs, et ben favoriser le tutorat, mettre en place des outils, développer des scripts, tu vois, d'apprentissage pour justement leur donner le plus d'outils possible. Voilà, les outils au maximum et puis s'appuyer sur les profs qui ont plein de bonne volonté pour certains et puis laisser de côté pour le moment ceux qui veulent pas ou qui n'arrivent pas, je sais pas. C'est ce que j'allais dire, ce qu'on a dit sur l'équipe pédagogique dans le premier degré, accompagner les autres collègues, leur expliquer, prendre le temps de parler un peu des peurs ou des craintes ou des réticences ou de tous les freins qu'il y a. C'est la seule façon qu'on a pour présenter tel profil de gamin et faire en sorte que l'idée de l'inclusion, elle fasse son chemin et que peut-être ça soit possible. Et c'est que dans la communication avec les collègues de l'équipe du cycle, hein, puisque déjà c'est le cycle 3, hein, donc au moins la sixième pour démarrer à l'arrivée au collège. Et le cycle 4 peut-être après, on ne sait pas trop la question en fait si elle portait sur un âge en particulier. Non, c'est sur les scolaires. Alors on a encore quelques questions, mais le temps passe. Oui. Une question sur les organismes. Quelles sont les limites de notre rôle de coordonnateur entre les différents partenaires quand les dispositifs extérieurs type IME, CESAD, etc. ne sont pas raccords ensemble? Alors, la limite, elle est celle qu'on se donne, hein, déjà pour commencer. Je pense qu'il faut aussi s'écouter soi, se dire que quand on se sent en danger professionnellement, éthiquement, etc., faut pas hésiter à discuter avec les chefs de service. On n'est pas obligé d'attendre l'ESS aussi pour
mettre sur la table des éléments. On peut faire une équipe éducative, hein, au même titre que dans l'ordinaire. On réunit, et on n'a pas l'enseignante référente, on ne fait pas de GPO, mais on peut réunir tout à fait l'équipe, les différents partenaires. Je pense que là encore, hein, c'est hyper important de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Ouais. Alors, nous, on a beaucoup de chance ici, c'est que les CESAD avec lesquels on travaille sont vraiment super et on a des relations, on est vraiment d'accord sur tout ça. Après, c'est pas forcément le cas. J'entends bien que partout, on n'est pas d'accord avec le projet éducatif, etc. Mais il faut se dire que on est sur quelque chose de complémentaire. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Il y a l'école et il y a le CESAD et voilà. Et tout ça travaille dans le sens de l'enfant et du progrès de l'enfant. Donc, il faut accepter de se parler, de voir quels objectifs peuvent correspondre, qu'est-ce qui peut se faire à l'école pour aller dans le projet pédagogique mis en place par le CESAD, et à l'inverse, qu'est-ce qui au CESAD peut aller dans le sens de l'école pour faire progresser l'enfant. Donc vraiment, je pense que c'est faut parler, se rencontrer, se réunir, définir des objectifs et se mettre d'accord sur le rôle de chacun et qu'est-ce que chacun a à apporter à cet enfant. Il faut le prendre comme c'est positif. Hein. Des enfants qui ont différentes prises en charge, ça ne peut être que positif. On est des acteurs pour la réussite des gamins, hein, donc il faut qu'on soit suffisamment. C'est nous les adultes, hein, c'est à nous de nous entendre et de mettre carte sur table pour que chacun apporte sa compétence au service du gamin. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, la chose la plus importante dont il faut parler ensemble, c'est qu'on n'a pas forcément la même vision du gamin qui est là. Pour les parents, c'est leur môme, voilà. Pour nous, c'est l'élève. Bah, il y a l'enfant aussi, mais c'est l'élève. Et pour le CESAD, eh ben, ils ont peut-être d'autres approches. Et c'est la rencontre de tous ces points de vue sur le même gamin qui fait qu'on va savoir quoi attendre en tant qu'adultes les uns des autres, quels sont aussi les impératifs. Les CESAD, ils ont aussi tout un poids de texte et de réglementation et de fonctionnement qui leur échappe. Et donc, des fois, une réunion où chacun parle de la place qu'il a et où on se rend compte, bah, tiens, ça c'est commun. Voilà, bah, on peut peut-être bosser là-dessus. Tiens, là-dessus, on est vraiment très différents, on a des points de vue différents. Ah bah, on va travailler ensemble pour voir quelle cohérence, encore une fois, on peut trouver. Parce que autrement, le problème de tout ça, c'est que le gamin va se sentir tiraillé déjà. Et en plus, éventuellement, il peut entendre des discours contraires. Et donc, il ne sait pas quelle est finalement comment se comporter, quelle est sa place. C'est contre-productif de toute façon. Et voilà, qu'est-ce qu'il doit faire quand. Et ça, c'est la pire chose qui puisse lui arriver, quoi, en plus de tout le reste. De sentir qu'il y a vraiment des tiraillements entre les adultes et que lui, il est au centre de ça bien involontairement et que ça crée de la souffrance chez tout le monde. Donc voilà, parler, se réunir, même si c'est pas facile, il faut trouver du temps. Mais dès qu'on repère un point de crispation, vaut mieux en parler avant que ça devienne un conflit. Voilà. D'accord. Peut-être une dernière question, 11h05, de Sandra, qui est coordonnatrice en Ulysse, troubles cognitifs depuis 4 ans. Chaque année, elle rencontre énormément de difficultés à inclure les élèves. À ce jour, aucune inclusion n'a été mise en place. En revanche, elle reçoit très régulièrement des élèves d'autres classes dans les dispositifs. Comment doit-elle procéder? Car c'est un vrai problème pour elle, en fait. Et une petite dernière question qui va avec. Enfin, qu'entendez-vous par projet de décloisonnement? Ah, ben. Alors, si je peux me permettre, j'ai eu plein de retours, plein de gens qui m'ont dit, moi, dans mon école, les collègues, ils veulent pas prendre mes gosses. Moi, j'ai pas pu commencer les inclusions, etc. Déjà, on va arrêter de dire mes élèves, tes élèves, et on va juste dire nos élèves. À partir de là, on commence déjà à parler de ces enfants comme étant nos élèves et non plus, c'est les élèves d'Ulysse. Faut encore que je prenne 2 élèves en plus. Alors non, toujours pas. Ces enfants font partie d'une classe de l'école, au même titre que les autres enfants. Alors évidemment, on va éviter avec le collègue le discours frontal qui va consister à dire c'est comme ça, c'est la loi, tu fais ce que je te dis, c'est sûr, c'est voué à l'échec, ça c'est certain. Mais du coup, encore une fois, on démarre dès le début de l'année
je reviens avec mon sentiment d'appartenance au groupe. Alors, une inclusion forcée, c'est une inclusion ratée. Évidemment, vous n'allez pas vous mettre à dos tous vos collègues en disant si tu le prends et puis c'est tout. Ça va pas marcher, il va tout faire, le collègue, pour que ça ne marche pas. Tu vois, il comprend rien, mais tu vois, on peut pas, mais regarde, il m'a fichu mon groupe en l'air, etc. On est sur quelque chose qui va être conflictuel toute l'année, encore une fois, contre-productif pour le gamin. Ce qu'on renvoie aux gosses en termes d'image de soi et aux autres enfants sur la prise en compte du handicap et de la différence, c'est catastrophique. Donc, on se doit de mettre des choses en place dès le début, d'entendre le collègue, de le rassurer, de l'impliquer dans la prise en charge de l'enfant en disant regarde, tu sais faire, je te montre, j'ai des outils, on peut faire ça. Quand il fait une crise, regarde, elle est gérable, mais elle est gérable déjà en amont, on anticipe, tu lui fais un emploi du temps un peu visuel, un peu machin, s'il sait, si c'est balisé, s'il sait où il va, s'il sait ce qu'il apprend, il ne sera pas dans la frustration. Ah bah tiens, il s'entend bien avec tel copain, bien, on le met à côté de ce copain-là, on va mettre en place un tutorat, on accompagne de façon à ce que l'inclusion qui paraissait si difficile, si insurmontable aux yeux du collègue, il faut aussi le convaincre en lui montrant que c'est possible, en lui montrant que on a entendu son ressenti, on a entendu ses craintes, on a entendu ses difficultés parce qu'ils en ont, parce qu'ils ont 27 gosses dans leur classe et qu'il faut aussi comprendre qu'ils ont une hétérogénéité pire de chaque année, etc. Qu'au milieu de tout ça, eh bien, ne s'ajoute pas, parce qu'encore une fois, on n'ajoute pas un gosse du lycée dans une classe, il en fait partie, au même titre que les autres. Mais les besoins spécifiques de ce gosse-là vont nécessiter du travail supplémentaire, ça c'est certain. On ne cache pas ce travail supplémentaire, mais on propose son service pour accompagner, pour des pistes d'aide, d'aménagement. On peut faire, nous, des adaptations. On peut montrer comment on fait une adaptation pertinente. On rappelle, alors oui, les textes, on rappelle aussi les enjeux de l'école inclusive, parce qu'au final, ce qui est profitable à l'enfant porteur de handicap, vous verrez que le collègue, finalement, ça sera profitable à plein d'autres gosses dans sa classe. Et le travail qu'il croit devoir apporter en supplément juste pour ce gosse-là, c'est du travail qui servira à d'autres enfants. Et en fait, vraiment, il faut avoir un discours extrêmement positif. Il faut porter les valeurs de cette école inclusive auprès de vos collègues. Mettez-vous le directeur avec vous en début d'année. Tout de suite, on fait une réunion. Voilà, c'est quoi d'avoir une liste dans une école? C'est quoi les enjeux de l'école inclusive? Pourquoi on fait ça? C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants, certes, qui relèvent du lycée, mais qu'est-ce que ça apporte aux autres aussi? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant qu'enseignants de devoir adapter à tout le monde finalement? Vraiment, je persiste sur cette histoire de communication, d'être positif, d'entendre les difficultés du collègue et de démarrer ça au plus vite, de ne pas attendre que le collègue soit prêt, de proposer de l'accompagnement, d'être présent, d'être là et de montrer que c'est possible, parce que ça l'est vraiment. Alors, moi, j'enfonce le clou en disant que pour la collègue là qui a posé la question et qui, depuis 4 ans, ne fait que prendre, moi, j'ai envie de lui dire maintenant un peu stop, qu'on ait cette démarche à sens unique au début, quand on arrive, quand on est nouveau dans une école, qu'on découvre le fonctionnement et qu'il y a une demande des collègues parce que eux ils disent, comme tu disais Adeline, moi j'en ai déjà 27, il y a celui-là, toi t'en as éventuellement que 12, il y a celui-là qui me posait problème, alors est-ce que tu peux le prendre un peu? Bon, au départ, on est dans cette démarche de compréhension, d'accueil, on veut être intégré nous aussi à l'équipe pédagogique, donc on va accepter. Mais à un moment donné, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça doit pas être à sens unique. C'est bon pour personne et surtout, c'est pas ça l'inclusion. C'est pas ça du tout l'inclusion. Donc, prendre des gamins d'autres classes éventuellement, bien sûr, mais le projet de l'ULIS, il faut le formaliser. Il faut peut-être rédiger un tout petit texte en rappelant, voilà, une ULIS, c'est ça. Peut-être en parler en conseil d'école, pourquoi pas, avec les parents, dans un moment institutionnel, faire une présentation. Voilà, l'ULIS, c'est ça, tac, tac, tac. Et faire un point très clair en disant, voilà, ça fait quelques années maintenant, j'ai pris les élèves parce qu'il y avait des besoins d'élèves, mais le fonctionnement du dispositif ne peut pas continuer comme ça parce que dans le dispositif, il y a des élèves qui ont besoin de l'extérieur. Et voilà ce que je propose pour tel élève, ça pourrait être tel niveau de classe. Voilà comment je peux aider le collègue, comme disait Adeline, avec tout ce qui est différenciation, des outils adaptés, bien dire combien de temps il resterait, enfin ce qu'on imagine qui serait possible. Mais peut-être stop là, avec 4 ans d'accueil à sens unique.
et mettre un peu les pieds dans le plat en disant, alors, bien sûr, on va pas dire, vous êtes obligé de les prendre. Les textes disent inclusion. Ça, non, on va pas faire le forcing, mais quand même, il faut exister au niveau institutionnel. Si c'est une école où il y a une ULIS, je rappelle quand même que les enseignants qui sont dans une école où il y a une ULIS, ils sont censés le savoir, l'avoir accepté au moment où ils ont intégré cette école et fonctionner avec le corps d'eau. Il faut juste le dire gentiment avec le sourire et dire que ben, maintenant, peut-être que voilà. Les chocolats en salle des maîtres, ça marche bien. Les croissants, le café, voilà. Mais quand même, oser Ouais. exister en tant que corps d'eau. Et exister en tant que corps d'eau, c'est dire, Ouais, OK, défendez les droits de vos élèves. Vraiment. je prends les élèves parce qu'il y a des besoins, mais vous devez, votre rôle d'enseignant ordinaire dans une école où il y a une ULIS, c'est votre rôle, votre devoir, c'est aussi d'accueillir les élèves et pas dire les miens, mais accueillir tel ou tel élève, voilà, avec tel projet, parce que bah, là, du coup, c'est comme ça que ça doit se faire. Très bien. Est-ce que pour conclure, justement, on peut conclure sur une question de Coralie qui nous demande d'évoquer justement l'ouvrage et notamment les outils qui pourraient être un appui pour les enseignants dans l'ouvrage enseigné en Ulysse. Qu'est-ce qu'on a comme outil là-bas? Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Donc, il y a pas mal d'outils pour les enseignants, vous en proposez quand même. Oui, il y a pas mal, il y a pas mal d'outils, il y a pas mal d'outils. Il y a les fiches de préparation des ESS, parce que je suis en train de regarder. Hein. Il y a tous les documents, effectivement, d'emploi du temps. Il y a tous les documents, les fiches profil, les fiches navettes, les fiches de suivi des élèves, etc. Donc, il y a pas mal de documents qui sont en téléchargement, justement, dans le bouquin. Il y a des choses. Dis-moi, Fabienne, vas-y, vas-y. Ben non, mais je pense, je me dis, voilà, si aujourd'hui j'étais à une semaine des vacances après avoir fait la période 1, je me dirais de quoi j'ai besoin pour la suite. Moi, j'irais peut-être dans les outils, aller chercher. Oui, non, mais j'irais chercher, je sais pas, les projets des élèves ou les outils d'évaluation. C'est des outils qui permettraient de faire le point sur les élèves déjà. Et puis ensuite, dans un second temps, de peut-être tout ce qui est, comme tu disais, Adeline, peut-être les emplois du temps. Alors peut-être il a déjà fallu les rendre, mais Tous les documents du PPS, le projet de fonctionnement de l'ULIS. On parlait de lien de l'ULIS avec au sein de l'école. Le projet de fonctionnement, par exemple, ça peut être un des pivots à intégrer au projet d'école, etc. Donc oui, il y a tout ça. Et puis il y a des choses qui existent. Allez voir je vais y arriver. Allez voir les sites de vos académies, je vais y arriver, de vos circos ASH, pardon, parce que là-dessus, vous avez des documents justement de votre circo ASH, des documents que vous allez devoir remplir, etc. Et on vous propose pas mal d'outils. Hein. Donc, il y a des choses toutes faites. Allez pas vous mettre martel en tête. Il y a plein de trucs sur le net. et surtout qui sont validés par votre académie. Donc, au-delà de tout et parce que parfois, le risque, c'est le danger. Moi, je l'ai connu quand j'ai monté mon dispositif au collège. Je me disais, ouais, je fais quoi avec les gamins? Et je passais des soirées entières à fouiller dans tous les sites et dans tous les blogs, et finalement, j'arrivais à rien de concret, enfin, suffisamment vite. Et sur les sites de l'académie, il y a vraiment les documents qui ont eu l'aval de l'IEN ASH, des conseillers pédagogues école inclusif, puisque maintenant il y a des référents. Allez chercher aussi du côté de ce qui est préconisé chez vous. Hein. Je crois qu'il y a, je me souviens plus, je le lis, là, je le découvre en même temps, c'est marqué derrière. Il y a les ressources, elles sont en PDF pour certaines et en modifiable pour d'autres. Sinon, il y en a sur mon blog, mais il y en a sur les blogs des copines aussi. Hein. Vous trouverez chez Alice en Ulysse, chez J'aurais dû être fleuriste. Il y a pas mal de choses. Et les collègues aussi qui proposent des outils modifiables, etc., adaptables à vos classes et à vos besoins aussi. Hein. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Adeline, merci Fabienne. Je vois que les enseignants vous remercient aussi, les gens qui étaient présents. Voilà, ça les a apparemment rassurés, apaisés à certains moments. Ça a apporté ses fruits. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Hein. Alors, en passant effectivement par ou alors même moi sur Insta, si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'y suis suffisamment souvent pour répondre à vos questions. Très bien. Et surtout, voilà, prenez le temps de découvrir un petit peu dans l'ordre les élèves, le fonctionnement du dispositif et puis l'inclusion.
Surtout, reposez-vous bien pendant les vacances. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais vraiment, je l'ai repris hier. Je me suis dit, Il est joli. Non, Il est joli. il est gros, mais c'est assez. On peut le prendre par petits bouts, on peut le découper en morceaux en fonction des besoins. Voilà. Et vous pouvez aller sur le site REDS et voir justement des extraits de l'ouvrage et le sommaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bonnes vacances et bonne continuation à tout le monde. Bonne continuation et merci.